Je suis assis à la table de la cuisine, regardant la vieille tasse ébréchée qui m'accompagne depuis plus d'années que je ne m'en souviens. C'est juste un mardi soir ordinaire, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai l'impression que le poids de toute ma vie pèse sur moi. Je suis Emma, une femme de 45 ans qui a l'impression de vivre une vie remplie de plus de regrets que de joie. Mon mari, Richard, est assis en face de moi, faisant défiler son téléphone, totalement désintéressé par tout ce que j'ai à dire. Je l'ai rencontré alors que je n'avais que 20 ans aux yeux brillants. Il était charmant, charismatique et tout ce que je pensais vouloir. Mais nous y sommes, 25 ans plus tard, et je peux à peine reconnaître l'homme dont je suis tombée amoureuse. Le dîner était bon, dis-je, essayant d'entamer une conversation. Il ne lève même pas les yeux. C'était correct. Vous vous êtes amélioré. Ces mots piquent, mais j'y suis habituée. C'est ma vie depuis plusieurs années. L'homme que j'ai épousé, qui me regardait autrefois comme si j'étais tout son monde, reconnaît à peine mon existence, sauf pour me critiquer. Je me souviens de la première fois que j'ai présenté Richard à mon père. Mon père était policier, un homme qui avait vu les pires personnes dans son travail. Il a jeté un coup d'œil à Richard et a dit « Emma, cet homme est une mauvaise nouvelle. » Mais j'étais jeune et amoureux, et je pensais que mon père était juste surprotecteur. « Papa, tu ne le connais pas comme moi. Richard est un homme bon, j'avais insisté. Emma, je suis flic depuis plus de 30 ans. Je sais lire les gens. Cet homme ne vous apportera que des ennuis, avait répondu mon père, la voix mêlée d'inquiétude. Mais je n'ai pas écouté. En fait, j'ai fait quelque chose que je regrette profondément maintenant. J'ai coupé mon père de ma vie. Richard l'a suggéré, disant que nous n'avions pas besoin de personnes négatives qui ne croyaient pas en nous. Et comme un imbécile, j'ai accepté. Pendant 25 ans, je n'ai pas parlé à mon père. Je ne l'ai pas appelé, je ne lui ai pas rendu visite, je ne lui ai même pas dit quand j'ai eu ma fille Lily qui est maintenant à l'université. Mes pensées sont interrompues par la voix de Richard. M'écoutez-vous ? Je me rends compte qu'il a parlé pendant que j'étais perdue dans mes pensées. Désolé, que disiez-vous ? Je disais que vous devez commencer à mieux prendre soin de vous. Vous vous êtes laissé aller. Et c'est embarrassant, dit-il, son ton froid. Je sens une boule se former dans ma gorge. C'est ma vie. Un mari qui trouve toutes les occasions de me rabaisser. Et alors que je suis assis là à écouter ces mots durs, je ne peux m'empêcher de penser que mon père avait raison depuis le début. Mon téléphone sonne, me sortant de mes pensées. Je jette un coup d'œil à l'identification de l'appelant et mon cœur saute un battement. C'est un chiffre que je n'ai pas vu depuis plus de 2 décennies. C'est mon père. Je réponds, la voix tremblante. Bonjour ? Emma, c'est ton père. J'ai besoin de vous parler. C'est important. Sa voix est faible. Rien de tel que le ton fort et confiant dont je me souviens. Papa, je suis tellement désolée pour tout. Je sursaute, mais il m'interrompt. Emma, je suis malade. Les médecins disent qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. J'ai un cancer. La pièce tourne autour de moi alors que ces mots s'enfoncent. Mon père, l'homme à qui j'ai tourné le dos, est en train de mourir. Et soudain, toutes ces années de silence, toutes les occasions manquées d'arranger les choses, pèsent lourdement sur moi. Papa, je suis tellement désolée. Je viendrai vous voir. Je vous aiderai de toutes les manières possibles, dis-je, les larmes coulant sur mon visage. Après avoir mis fin à l'appel, je me tourne vers Richard, espérant, peut-être bêtement, une sorte de soutien. Richard, mon père est malade. Il a un cancer. Je dois l'aider. Sa réaction est comme une gifle. Bon. L'homme ne m'a jamais aimé. J'ai hâte qu'il parte. Ces mots sont comme un couteau dans mon cœur. À ce moment-là, je réalise à quel point j'ai été aveugle. Mon mari, l'homme que j'ai choisi plutôt que mon propre père, est cruel et sans cœur. Et je ne peux m'empêcher de me demander si ma vie aurait été différente si j'avais écouté mon père il y a toutes ces années. Je suis assis sur le bord du lit dans notre chambre, les mains tremblantes. La pièce est froide, même si c'est une nuit chaude. Les mots de Richard ne cessent de résonner dans ma tête. J'ai hâte qu'il parte. Comment peut-il être si cruel ? Je pensais le connaître, mais il semble que j'ai vécu avec un étranger. Je décroche à nouveau mon téléphone, composant le numéro de mon père. Ça sonne, et puis finalement, il décroche. Emma ? Sa voix est faible, mais remplie d'espoir. Papa, je suis tellement désolée. Je vais vous aider. Je ne sais pas encore comment, mais je trouverai un moyen, dis-je, la voix étranglée par l'émotion. Emma, tu n'es pas obligée. Vous avez votre propre vie.
Non, papa. Tu es mon père. J'aurais dû être là pour toi toutes ces années. Je vais arranger les choses. Nous parlons un peu plus. Il me parle de son état, des traitements dont il a besoin mais qu'il ne peut pas se permettre. J'ai mal au cœur. J'ai tellement manqué, et maintenant, quand il a le plus besoin de moi, je me sens impuissante. Après l'appel, je m'assois là, perdue dans mes pensées. Puis quelque chose en moi clique. Je ne peux pas laisser mon père souffrir à cause de mes erreurs. Je dois faire quelque chose. Je vais dans le salon où Richard regarde la télévision. Richard, j'ai décidé. Je vais aider mon père. Il a besoin d'argent pour ses traitements. Je vais utiliser nos économies. Il me regarde comme si j'avais perdu la tête. Vous allez faire quoi? Vous êtes fou? C'est notre argent, Emma. Nous avons gardé cela pour nous, pour notre avenir. Il n'y aura pas d'avenir si je laisse mon père mourir en sachant que j'aurais pu l'aider. Je ne peux pas vivre avec ça, dis-je, ma fermeté de détermination. Il rit, d'un rire froid et moqueur. Alors, la fille prodigue revient. Vous pensez que jouer la bonne fille maintenant compensera toutes les années où vous l'avez ignorée? C'est pathétique. Ces mots piquent, mais je ne les laisse pas m'influencer. Je me fiche de ce que vous pensez. Je fais ça. Je vais à notre bureau à domicile et je commence à transférer l'argent. C'est beaucoup, presque toutes nos économies, mais cela n'a pas d'importance. C'est pour mon père, pour toutes les années où je n'ai pas été là pour lui. Quand j'ai terminé, je ressens un sentiment de soulagement, mais c'est de courte durée. Richard fait irruption dans la pièce, le visage rouge de colère. Vous l'avez vraiment fait. Vous avez donné notre argent à ce vieil homme. C'est mon père, Richard. Il est en train de mourir. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Le laisser souffrir? Tu étais censé penser à nous, à notre vie ensemble. Mais tu as toujours été égoïste, Emma, tu pensais toujours à toi. Je suis stupéfait. Comment peut-il transformer cela en quelque chose à propos de lui? Égoïste? J'essaie de sauver la vie de mon père. En quoi est-ce égoïste? Il ne répond pas. Au lieu de cela, il se retourne et quitte la pièce, claquant la porte derrière lui. Je reste là, me sentant plus seule que jamais. Mais il y a aussi un sentiment de détermination en moi. Pour la première fois depuis des années, je défends ce en quoi je crois. C'est effrayant, mais ça fait aussi du bien. Je prépare un petit sac avec quelques vêtements et des produits de première nécessité. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, mais je ne peux pas rester ici, pas avec Richard. Pas maintenant. J'écris une note, lui disant que je vais chez mon père, que j'ai besoin d'un peu de temps pour comprendre les choses. Je ne sais même pas s'il s'en souciera, mais je le laisse quand même sur le comptoir de la cuisine. Puis, mon sac à la main, je sors de la maison. L'air nocturne est frais sur ma peau, et en marchant vers ma voiture, j'ai l'impression de faire les premiers pas vers une nouvelle vie. Une vie où je ne suis plus liée par des regrets et des hypothèses. Une vie où je peux essayer d'arranger les choses, même s'il est un peu trop tard. Le trajet jusqu'à la maison de mon père semble interminable. Les lampadaires défilent et je suis seule avec mes pensées, un mélange de peur et de détermination. Je n'ai pas vu mon père depuis plus de 25 ans, et maintenant je me précipite vers lui au milieu de la nuit parce qu'il est malade et que je suis tout ce qu'il a. Quand je m'arrête enfin dans la vieille maison familière, mon cœur bat la chamade. L'endroit ressemble beaucoup, bien qu'un peu plus usé. J'hésite un instant avant de sortir de la voiture. Qu'est-ce que je vais dire? Comment va-t-il réagir? Prenant une profonde inspiration, je me dirige vers la porte d'entrée et frappe. Cela prend quelques instants, mais ensuite la porte s'ouvre, et le voilà. Mon père. Il est plus âgé, plus fragile, mais c'est indéniablement lui. Emma, dit-il, la voix cassée. Vous êtes venue? J'acquiesce, retenant mes larmes. Je suis là, papa. Je suis vraiment désolée. Il s'écarte, me laissant entrer. La maison sent la même chose que dans mes souvenirs, un mélange de café et de vieux livres. Nous allons dans le salon et nous nous asseyons. C'est gênant au début, mais ensuite nous commençons à parler, et c'est comme si les années commençaient à fondre. Je suis tellement désolée, papa. J'aurais dû être ici, dis-je, la voix pleine d'émotion. C'est bon, Emma. Vous êtes ici maintenant. C'est ce qui compte. Nous parlons de sa maladie, des traitements dont il a besoin. Il me montre les factures médicales, et elles sont stupéfiantes, mais je le rassure en lui disant que je suis couvert. Il essaie de protester, mais je ne veux pas l'entendre. Puis je lui parle de Richard, de la façon dont il a réagi quand j'ai dit que j'allais l'aider.
Je n'entre pas dans tous les détails, juste que nous nous sommes disputés et que j'avais besoin d'un peu de temps. Mon père écoute, l'expression sombre. Je t'avais prévenu à son sujet, Emma, mais tu étais jeune, amoureuse. Je comprends. Mais tu avais raison, papa. Vous aviez raison depuis le début. Il tend la main, me prend la main. Que allez-vous faire maintenant? Je secoue la tête. Je ne sais pas, papa. Je ne sais pas. Nous restons assis là pendant un moment, à parler. C'est étrange, mais ça fait du bien, comme si nous rattrapions le temps perdu. Finalement, je me lève pour partir. J'ai beaucoup de choses à comprendre, et il est tard. Mais alors que je suis sur le point de sortir, mon père m'arrête. Emma, attends. Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Il va à son bureau et en sort un dossier épais de papier. Je garde un œil sur Richard, depuis que vous l'avez épousé. Je savais qu'il était une mauvaise nouvelle, et je voulais te protéger, juste au cas où. Il me tend le dossier. Tout est là. Ses affaires, les femmes, tout. Je voulais que tu l'aies, juste au cas où. Je suis stupéfait. Je prends le dossier, sentant son poids. Papa, merci. Il hoche la tête, un sourire triste sur le visage. J'ai toujours voulu ce qu'il y avait de mieux pour toi, Emma. Toujours. Je le serre dans mes bras en retenant mes larmes. Je sais, papa. Je sais. Le lendemain matin de la visite à mon père, je suis assis à la table de ma cuisine, le dossier qu'il m'a donné n'a pas été ouvert devant moi. J'ai peur de ce qu'il y a à l'intérieur, peur de ce que cela signifie pour ma vie, mon mariage. Mais je sais que je ne peux pas l'ignorer. Prenant une profonde inspiration, j'ouvre le dossier. Il y a des relevés bancaires, des photos, des notes. C'est écrasant. Alors que je commence à passer au crible les papiers, la réalité de ma situation commence à s'imprégner. Richard a vécu une double vie, et j'étais trop aveugle pour le voir. Il y a des photos de lui avec d'autres femmes, certaines d'entre elles ont l'air beaucoup trop confortables. Il y a des relevés bancaires montrant que de grosses sommes d'argent ont été déplacées, et des notes sur des transactions commerciales louches. C'est beaucoup à traiter. J'ai mal au ventre. Comment ai-je pu être si naïf? Comment aurais-je pu ignorer tous les signes? Je passe la matinée à tout passer, et au moment où j'ai terminé, je tremble de colère et de trahison. Mais il y a aussi un sentiment de clarté. Je sais ce que je dois faire. J'appelle mon père. Papa, j'ai regardé dans le dossier. C'est beaucoup. Je suis désolée, Emma. Je ne voulais pas t'accabler avec ça, mais tu avais besoin de savoir. Je comprends et je vous remercie. Je vais le confronter. Je ne peux pas laisser cela durer plus longtemps. Fais attention, Emma. C'est un homme dangereux. Je serai. Je dois le faire, pour moi, pour nous. Après avoir raccroché, je me prépare. J'ai l'impression de me préparer pour la bataille. Je mets les preuves les plus accablantes dans un dossier plus petit et me dirige vers le bureau de Richard. Quand j'arrive, sa secrétaire essaie de m'arrêter, mais je la dépasse. Je fais irruption dans son bureau, et il lève les yeux, surpris. Emma, que fais-tu ici? Nous devons parler, dis-je, ma voix ferme même si mes mains tremblent. Il sourit. À quel sujet? À ce sujet, dis-je en jetant le dossier sur son bureau. De vos mensonges, de votre tricherie, de vos sales affaires. Il pâlit, mais il retrouve ensuite son sang-froid. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais tout, Richard. Mon père garde un œil sur toi depuis que nous nous sommes mariés. Tout est là. Les femmes, l'argent, tout. Il commence à se mettre en colère. Ton père? Ce vieil imbécile? Il essaie juste de nous séparer. Il m'a toujours détesté. Il avait raison à ton sujet, et j'étais trop aveugle pour le voir, mais plus maintenant. Il se lève, fait le tour du bureau. Tu ne vas pas me ruiner, Emma. Tu es ma femme. Tu es censée me soutenir. Plus maintenant. Je veux divorcer, Richard. Je veux sortir de ce simulacre de mariage. Il rit, d'un rire froid et amer. Vous pensez que vous pouvez simplement vous en aller? Tu penses que tu peux me faire tomber? Je ne vous laisserai pas faire. Je vais te ruiner d'abord. Je tiens bon, même si j'ai peur. Je n'ai plus peur de toi. Je connais la vérité, et je ne vais pas te laisser me contrôler plus longtemps. Il me regarde vraiment, et je peux voir la réalisation se lever dans ses yeux. Il sait qu'il est perdu. Sortez, dit-il enfin. Sortez et ne revenez pas.
Les prochains jours sont flous. Je passe la plupart de mon temps chez mon père, essayant de déterminer mon prochain mouvement. L'idée de retourner dans la maison que je partageais avec Richard me donne la chair de poule. Je ne peux pas l'affronter, pas encore. Mon père est un roc pendant tout cela. Il écoute, me donne des conseils, mais me laisse surtout parler. C'est réconfortant d'être ici avec lui. J'ai l'impression de rattraper le temps perdu. Un après-midi, nous sommes assis dans le salon quand mon téléphone sonne. C'est un chiffre que je ne reconnais pas, mais j'y réponds quand même. Bonjour? Est-ce Emma Richard? Une voix d'homme demande. Oui. C'est qui? Je m'appelle Détective Harris. Je suis avec le service de police de la ville. J'aimerais vous parler de votre mari. Mon cœur saute un battement. Et lui? Nous enquêtons sur lui depuis un certain temps maintenant. Nous pensons qu'il est impliqué dans un certain nombre d'activités illégales. Nous avons reçu récemment des informations qui ont accéléré notre enquête. Je jette un coup d'œil à mon père, qui me surveille de près. Quel type d'informations? Il est préférable que nous en discutions en personne. Pouvez-vous descendre à la gare? Oui, bien sûr. Je serai là dès que possible. Je raccroche, ressentant un mélange de peur et de soulagement. C'est en train de se produire. C'est vraiment en train de se produire. Papa, la police veut me parler de Richard. Il pense qu'il est impliqué dans des activités illégales. Mon père hoche la tête. Il est grand temps. Tu dois tout leur dire, Emma. Ne vous retenez pas. Je ne le ferai pas. J'ai fini de le protéger. Je me dirige vers le poste de police, l'esprit qui s'emballe. Quand j'arrive, le détective Harris m'attend. C'est un homme d'âge moyen avec des yeux gentils et un comportement sérieux. Merci d'être venue, Madame Richard, dit-il en me conduisant dans une salle d'entrevue. S'il vous plaît, appelez-moi Emma. Et merci de m'avoir vue. Nous nous asseyons et il va droit au but. Nous enquêtons sur votre mari depuis un certain temps. Nous pensons qu'il est impliqué dans un certain nombre d'activités frauduleuses, notamment le blanchiment d'argent et le détournement de fonds. J'acquiesce, essayant de garder mon sang-froid. Je crois que vous avez raison. J'ai des preuves qui pourraient t'aider. Je lui dis tout. À propos du dossier que mon père m'a donné. À propos des relevés bancaires. Les photos. Les notes. Je lui parle de la confrontation avec Richard. Sur la façon dont il m'a menacé. Le détective Harris écoute, prend des notes. Quand j'ai fini, il me regarde, l'air sérieux. C'est très utile, Emma. Avec votre témoignage et les preuves que vous avez fournies, nous pouvons constituer un dossier solide contre votre mari. Que se passe-t-il maintenant? Je demande, ressentant un mélange d'émotions. Nous allons poursuivre notre enquête, rassembler plus de preuves. Il est probable que nous aurons besoin de vous pour témoigner devant le tribunal. Êtes-vous prêt pour cela? J'acquiesce, sentant une poussée de détermination. Oui, je ferai tout ce qu'il faut pour m'assurer qu'il paie pour ce qu'il a fait. Le détective Harris hoche la tête. Bien, nous vous contacterons. Et Emma, tu fais ce qu'il faut. Je passe mes journées à aider papa à la maison et à l'emmener à ses rendez-vous chez le médecin. Sa santé semble se maintenir, une petite bénédiction au milieu de tout le reste. Un après-midi, alors que nous étions assis dans le salon, mon téléphone sonne avec un message du détective Harris. Mon cœur bondit dans ma gorge en le lisant. L'affaire va de l'avant. Accusation portée contre Richard. Nous aurons besoin de vous pour témoigner. J'ai laissé échapper un souffle que je ne réalisais pas que je retenais. Papa, ils accusent Richard. C'est en train de se produire. Papa lève les yeux de son journal, les yeux doux. Bon. Il est temps qu'il fasse face aux conséquences. Le jour du procès arrive. Je porte une simple robe bleue, voulant avoir l'air présentable, mais pas trop habillée. Papa insiste pour venir avec moi, même si je lui dis qu'il n'est pas obligé de le faire. Je ne vous laisse pas faire face à cet homme seul, dit-il, la voix ferme. La salle d'audience est intimidante, avec ses hauts plafonds et ses bancs en bois. Richard est déjà là, l'air suffisant dans son costume coûteux. Quand il me voit, son expression s'assombrit. Je m'assois, essayant d'ignorer les nœuds dans mon estomac. Papa est assis à côté de moi, une présence solide à mes côtés. Le procès commence. Le procureur expose l'affaire contre Richard. Fraude, détournement de fonds, blanchiment d'argent. Les preuves sont accablantes. Je peux voir Richard se tortiller sur son siège. Ensuite, c'est à mon tour de témoigner.
Je me présente à la barre, les mains tremblantes légèrement. Le procureur me demande de parler à la cour de ma relation avec Richard, de l'argent qu'il a pris, des abus, des menaces. Je parle lentement, en m'assurant de dire la vérité, toute la vérité. L'avocat de Richard essaie de me secouer avec ses questions, mais je reste ferme. Je n'ai plus peur de Richard. Quand j'ai terminé, je descends de la tribune, ayant l'impression qu'un poids a été enlevé de mes épaules. Papa me fait un petit sourire, les yeux fiers. Le procès dure plusieurs jours. Témoins, preuves, témoignages. Tout se brouille. Mais à travers tout cela, je peux voir l'affaire contre Richard en bâtiment, morceau par morceau. Enfin, le jury sort pour délibérer. Le poids est angoissant, chaque seconde s'étirant à l'infini. Papa et moi ne parlons pas beaucoup, nous nous asseyons ensemble pour nous soutenir en silence. Puis le moment de vérité arrive. Le jury est de retour. Nous sommes appelés dans la salle d'audience. Mon cœur bat si fort que je n'entends presque rien d'autre. Le juge a demandé au jury son verdict. Le contremaître se lève, un bout de papier à la main. Nous déclarons l'accusé, Richard, coupable de tous les chefs d'accusation. Une vague de soulagement m'envahit, si forte que j'en ai presque le vertige. Richard regarde le jury, son visage est un masque d'incrédulité. Le juge remercie le jury puis se tourne vers Richard. Compte tenu de la gravité des crimes et des preuves présentées, je vous condamne par la présente à 10 ans de prison et j'ordonne la restitution de tous les fonds détournés d'Emma Richard. Le visage de Richard se froisse. Il commence à dire quelque chose, mais les huissiers l'emmènent déjà. En sortant de la salle d'audience, j'ai l'impression de marcher dans les airs. Justice a été rendue. Richard paiera pour ce qu'il a fait. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai l'impression que je peux enfin commencer à aller de l'avant. Papa met son bras autour de moi pendant que nous marchons. Je suis fière de toi, Emma. Vous lui avez tenu tête. Vous avez fait ce qui était juste. Je me penche vers lui, sentant les larmes me piquer les yeux. Merci, papa. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Nous sortons du palais de justice ensemble, prêts à faire face à tout ce qui va suivre. La vie après le procès est différente, comme se réveiller d'un long rêve turbulent. La maison est plus calme maintenant, juste moi et papa. Nous nous sommes installés dans une routine confortable, prenant soin les uns des autres. Mais il y a une chose que je n'ai pas encore faite, une question qui me taraude encore, ma fille, Lily. J'ai beaucoup pensé à elle, à la façon dont j'ai été une mère moins que parfaite, à la façon dont je l'ai laissée grandir dans un environnement toxique. La culpabilité me ronge tous les jours. Mais aujourd'hui, je décide que c'est le jour où j'essaierai d'arranger les choses. Je décroche mon téléphone et compose son numéro, mes mains tremblant légèrement. Maman ? Lily semble surprise quand elle répond. Et, Lily, pouvons-nous parler ? Peut-être se rencontrer quelque part ? Il y a une pause, et pendant un moment, j'ai peur qu'elle dise non. Mais elle accepte et nous décidons de nous rencontrer dans un petit café près de son université. J'arrive tôt, l'énergie nerveuse me rendant agitée. Quand Lily entre, j'ai mal au cœur. Elle est devenue une belle jeune femme, mais il y a une méfiance dans ses yeux que je déteste voir. Et, dis-je en s'asseyant. Et, répond-elle, sa voix réservée. Je prends une profonde inspiration. Lily, je suis désolée. Je sais que je n'étais pas la mère dont tu avais besoin. Je t'ai laissé tomber, je t'ai laissé grandir dans une mauvaise situation. Je suis vraiment désolée. Lily me regarde, son expression illisible. Pourquoi maintenant, maman ? Pourquoi après tout ce temps ? Je sais qu'il est tard, beaucoup trop tard, mais j'ai quitté Richard, ton père. Il est en prison maintenant. J'ai essayé d'arranger les choses et j'ai réalisé que je devais commencer par vous. Les yeux de Lily scintillent de quelque chose, de douleur peut-être, ou de déception. Maman, j'ai passé des années à souhaiter que tu le quittes, à souhaiter que nous puissions être une famille normale, mais tu l'as toujours choisi plutôt que moi. Ces mots piquent, mais ils sont la vérité. Je sais, et je ne peux pas changer cela, mais je suis ici maintenant. Je veux être meilleure, faire mieux, si vous me donnez une chance. Nous restons assis en silence pendant un long moment. Je peux voir Lily lutter avec ses émotions, et je ne la blâme pas. Je l'ai blessée, et ce n'est pas quelque chose qui peut être réparé avec de simples excuses. Enfin, elle parle. Je veux te croire, maman, mais ce n'est pas facile. J'ai beaucoup de colère, beaucoup de douleur. Je sais, et je ne vous demande pas de me pardonner tout de suite. Je veux juste avoir une chance de vous montrer que je peux être une meilleure mère, que je peux être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Lily soupire, passant une main dans ses cheveux.
D'accord, nous pouvons essayer, mais cela va prendre du temps. Une vague de soulagement m'envahit. Merci, Lily. C'est tout ce que je demande. Nous parlons encore un peu de son université, de ses projets pour l'avenir. C'est parfois gênant, mais c'est comme un début, comme s'il y avait peut-être une chance pour nous de construire quelque chose de nouveau. Les mois passent, et le monde autour de moi commence à prendre une nouvelle forme, un nouveau sens. La santé de papa s'améliore régulièrement. Les médecins appellent cela un miracle, mais je pense que c'est l'amour et les soins dont nous l'avons entouré. Il a même commencé à faire de courtes promenades dans le quartier. Aujourd'hui, alors que je le regarde assis sur le porche, lisant un journal, un sentiment de calme m'envahit. Je m'approche et m'assois à côté de lui, profitant de la paisible matinée. « Tu as l'air mieux chaque jour, papa ?» dis-je en lui souriant. Il lève les yeux pétillants. « Je me sens mieux aussi, Emma. C'est comme si on m'avait donné une seconde chance dans la vie. » J'acquiesce, ressentant une vague de gratitude. « Nous l'avons tous les deux, papa. » Juste à ce moment-là, Lily arrive. Elle nous rend visite plus souvent, et à chaque visite, je sens notre lien se renforcer. Elle nous fait signe, un sourire éclatant sur le visage. « Bonjour, vous deux », salue-t-elle joyeusement. « Bonjour, Lily », papa répond. « Rejoignez-nous. » Nous profitions juste du soleil matinal. Lily s'assied, et pendant un moment, nous nous asseyons dans un silence confortable, profitant de la chaleur du soleil et de la compagnie de l'autre. « Maman, j'ai pensé », Lily commence, brisant le silence. « Je veux aider les gens qui ont été dans des situations comme la nôtre, peut-être faire du bénévolat dans un refuge ou quelque chose comme ça. » Mon cœur se gonfle de fierté. « C'est une idée merveilleuse, Lily. » Papa hoche la tête en signe d'approbation. « Utilisez votre expérience pour aider les autres, c'est un chemin noble. » Les yeux de Lily sont déterminés. « Je veux faire une différence, même si elle est petite. » Je tends la main et lui serre la main. « Tu le es déjà, ma chérie. » Notre conversation dérive vers des sujets plus légers après cela. Des plans pour le week-end, une nouvelle recette que je veux essayer, le livre que papa a lu. C'est normal, et pour la première fois depuis longtemps, je me sens satisfait. J'ai mon père, ma fille et une force nouvelle en moi. J'ai survécu à la tempête, et maintenant, je suis prêt à embrasser le calme après elle. Prêt à construire une nouvelle vie, une vie meilleure. Une vie où je ne fais pas que survivre, mais où je vais prendre une douche, alors nettoyer ça. Tom indique la valise avec son menton. Je hoche légèrement la tête en le tenant. Je l'ai. Vous devriez être capable de faire au moins autant sans qu'on vous le dise, vraiment. Avec un soupir, Tom se dirigea vers la salle de bain. En le regardant partir, j'ai soupiré. Soulevant lentement la valise. Quelque chose tomba avec un bruissement. Hein? Qu'est-ce que c'est? En regardant en bas, il y avait une enveloppe à mes pieds. Curieux, j'ai ouvert l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? À l'intérieur se trouvait une photo et un papier de divorce avec la signature de Tom. La photo incluse montrait une femme et un enfant. C'est peut-être sa façon de dire qu'il veut se séparer parce qu'il a une maîtresse enceinte. D'accord, Tom a dit de nettoyer ça. Ce qui signifie qu'il veut que je demande ce divorce. Quelle délicieuse surprise, cela fait un moment que je n'ai pas reçu. Tom doit sûrement ressentir la même chose. Je dois préparer un cadeau de retour. Un merveilleux cadeau de retour nommé Vengeance. Un sourire s'est glissé sur mes lèvres alors que je glissais doucement l'enveloppe dans ma poche. Je m'appelle Julie. Je travaille comme employée de bureau dans une usine de transformation des métaux. En tant qu'employée de bureau dans ce que vous appelleriez une usine de petite ville, ni mon salaire ni mes primes ne sont si importants. Mais, vivant dans une petite ville, je pense que la vie est relativement facile. De plus, mon mari Tom est propriétaire d'une entreprise. C'est une autre raison pour laquelle je ne pense pas que la vie soit difficile. D'ailleurs, l'entreprise de Tom est une société de conseil. Il semble avoir des clients dans tout le pays, alors il voyage beaucoup. C'est peut-être pour cela que nous n'avons pas d'enfants. Tom et moi avons 38 ans maintenant. Je suppose qu'il est trop tard pour les enfants maintenant. J'ai commencé à penser de cette façon récemment. Pourtant, je n'ai pas l'intention de divorcer. Une maison heureuse peut être construite sans enfants. C'est ce que je crois. Cependant, ce n'est pas comme si je n'avais pas mes soucis. Tom a été distant ces derniers temps, et nous nous manquons de plus en plus. C'est problématique qu'il compte uniquement sur mon revenu pour les frais de subsistance, disant que le travail est difficile. Mais, je suis sûre que nous pouvons nous en sortir si nous sommes ensemble. C'est comme ça que je m'encourage.
Il y a une raison pour laquelle je pense de cette façon. C'est parce que je connais Tom depuis nos années d'étudiants. J'ai rencontré Tom quand nous étions au lycée. Tom était un gars populaire dans notre école. Il avait des qualités de leader, ouvrant toujours la voie lors de festivals culturels et de journées sportives. Si quelqu'un faisait une erreur, Tom la couvrait. S'il y avait un problème, Tom le résoudrait. Tom était le genre de personne fiable sur laquelle tout le monde comptait. D'un autre côté, j'étais une fille simple et calme, vivant ma vie en essayant de ne pas me démarquer du tout. C'était comme si c'était mon objectif de vie. Mais rencontrer Tom m'a donné envie d'essayer des choses par moi-même pour la première fois. Pendant la discussion sur l'événement scolaire, j'ai levé la main et j'ai pris la parole pour la première fois. Faisons une pièce pour la journée. Avant que je puisse terminer, des rires s'échappèrent de moi. C'est parce que la plupart de mon groupe voulait ouvrir un café. Une pièce n'est-elle pas difficile à préparer ? Comme, mémoriser des lignes et tout, cela semble être un problème. Au milieu de ses commentaires, Tom s'est adressé aux camarades de classe. N'est-ce pas précisément parce que c'est un défi que c'est gratifiant ? De plus, ce sera certainement plus mémorable. Les mots de Tom changèrent l'atmosphère en un instant. En fin de compte, nous avons joué une pièce de théâtre pour l'événement scolaire. Il ne fait aucun doute que cet événement nous a rapprochés, Tom et moi. Mais rien ne s'est passé et nous avons obtenu notre diplôme d'études secondaires. J'ai trouvé un emploi dans une usine et Tom est allé à l'université. Quelques années plus tard, nous nous sommes retrouvés lors d'une réunion, ce qui nous a amenés à sortir ensemble et finalement à nous marier. À ce moment-là, Tom était devenu président d'une société de conseil. Inutile de dire que tout le monde était envieux. Mais la réalité n'était pas si géniale. Le travail de Tom était occupé, avec de fréquents voyages d'affaires. Nous passons rarement du temps ensemble à la maison. Malgré le titre glamour de président, l'entreprise de Tom s'en sortait à peine. Nous pensons à développer l'entreprise, donc les revenus pourraient être plus faibles pendant un certain temps. Êtes-vous d'accord avec ça ? Bien sûr, la base commerciale est stable maintenant. Mais si nous ne faisons rien, nous finirons par nous retrouver dans une impasse. Si les clients actuels partent, les revenus diminueront. Cela pourrait laisser les employés bloqués. En tant que président, Tom s'est senti obligé de soutenir son personnel. Il a déclaré qu'il était préférable d'étendre l'entreprise pour attirer plus de clients. C'était la conversation peu de temps après notre mariage. Donc, je ne pouvais pas quitter mon emploi même après notre mariage. En fait, c'était mon revenu sur lequel nous comptions. Le salaire que Tom ramenait à la maison était minime. Mais nous nous en sortirons si nous persévérons. J'ai cru en Tom et j'ai continué. Pendant que je me consacrais à mon travail, je m'occupais aussi seule de toutes les tâches ménagères. Bien sûr, Tom, avec ses fréquents voyages d'affaires, n'avait pas le temps pour les tâches ménagères. Et pendant ses jours de congé, Tom avait l'air complètement épuisé. Donc, je ne pouvais même pas lui demander de m'aider avec les tâches ménagères ces jours-là. Mais jongler avec le travail et les tâches ménagères est assez courant dans les ménages à double revenu aujourd'hui. Beaucoup de gens se débrouillent comme ça, donc je ne peux pas dire que je suis le seul à faire un effort. Cependant, j'avais un autre travail. Cela aidait les parents de Tom. Mon beau-père possédait un petit restaurant. C'est un vieil établissement apprécié des habitants. Parce que les prix sont bas, le profit n'est pas grand-chose. Pourtant, les clients continuaient à venir sans arrêt. Tellement que ma belle-mère a commencé à aider à servir et autres. Mais ce n'était toujours pas suffisant. C'est alors que je suis intervenue pour aider. Donc, en semaine, je m'occupais de mon travail de bureau et des tâches ménagères, et le week-end, j'aidais au restaurant de mes beaux-parents le matin. J'ai continué à vivre cette vie bien remplie mais épanouissante. C'était difficile. Mais la nourriture que mon beau-père préparait était délicieuse. J'ai même appris à cuisiner pendant les pauses du travail. Donc, cela ne me dérangeait pas d'aider au restaurant. Cependant, il y avait des moments où je voulais faire une pause. Mais je ne pouvais pas dire que je voulais me reposer avec mes beaux-parents. Il y avait une raison à cela. J'avais pris l'initiative d'aider, ou du moins c'était le prétexte. Julie, vous travaillez comme employée de bureau pendant la semaine, n'est-ce pas ? Vous n'avez pas besoin de vous pousser pour aider. J'aime le faire. J'ai répondu à ma belle-mère comme ça. Mais la vérité était un peu différente. En fait, Tom m'avait demandé d'aider ses parents. Inutile de dire que j'ai d'abord refusé. Travailler même le week-end, c'est un peu trop. Je me sens vraiment mal de demander, mais je m'inquiète pour papa et maman. Ses parents avaient travaillé sans arrêt au restaurant sans trop de repos. Cependant, ils ont plus de 60 ans maintenant et leur santé décline.
Récemment, ils ont mentionné avoir des douleurs partout, et Tom semblait vraiment inquiet. Alors, pourriez-vous aller les surveiller au restaurant? Mais je travaille pendant la semaine et je dois rattraper les tâches ménagères le week-end, n'est-ce pas? Ensuite, nous pourrions engager une femme de ménage pour cela. Cela mettrait en péril les finances de notre ménage. Il serait préférable d'embaucher de l'aide à temps partiel au restaurant à la place. Après mûre réflexion, j'ai accepté d'aider. Mais cette décision était une grosse erreur. Je ne m'en suis rendu compte que récemment. Il y a environ 6 mois. Il me reste du travail, alors je vais d'abord le nettoyer. Ensuite, je préparerai le dîner. Je l'apprécie toujours, merci. En rentrant du travail, j'ai eu une telle conversation avec Tom et j'ai commencé à préparer le dîner comme d'habitude. Un peu plus tard, quand j'ai voulu demander à Tom l'assaisonnement pour le dîner. J'étais sur le point de frapper à la porte de la chambre de Tom quand j'ai entendu sa voix de l'intérieur. Abandonne déjà, papa. Combien de temps comptez-vous continuer à gérer ce restaurant sale? Les mots de Tom m'ont choqué. Mais ensuite, il a continué avec quelque chose d'encore plus incroyable. Vous ne faites que de la monnaie, n'est-ce pas? Il vaudrait mieux arrêter. De la monnaie, Tom? C'est un mensonge, non? Abasourdi, j'ai baissé la main pour ne pas frapper. Ou est-ce parce que notre femme de ménage vous fait du profit? Au moment où Tom a dit cela, j'ai pu entendre la voix de mon beau-père au téléphone. De quoi pensez-vous parler, Julie? Vous devez arrêter. C'était une voix très calme, mais pour une raison quelconque, elle a clairement atteint mes oreilles. Les larmes ont commencé à couler instantanément. J'ai appris la vraie nature de Tom et la gentillesse de mon beau-père. Donc, Tom ne s'inquiétait pas pour ses parents. Il voulait juste les surveiller. Et j'étais son outil de surveillance. Pour Tom, je n'étais qu'une femme de ménage pratique. La colère a jailli en moi, ainsi que la frustration. Je vais certainement divorcer. J'ai décidé de divorcer de Tom. Mais il est difficile d'initier soudainement le divorce. Si j'en parle, cela ne ferait que me désavantager. Tout d'abord, je dois rassembler des preuves qui me favoriseront dans le divorce. La conversation de tout à l'heure, j'ai pu obtenir le témoignage de mon beau-père. Mais cela ne suffirait pas. Si seulement il y avait quelque chose de décisif. À partir de ce jour, j'ai décidé de surveiller de près les actions de Tom. Pendant ce temps, j'ai agi comme d'habitude. Faire semblant de ne rien savoir et faire ce que Tom a dit. Peut-être à cause de cela, Tom n'a rien remarqué et m'a traité comme d'habitude. Julie, peux-tu préparer un cadeau? Quelque chose pour un bébé serait génial. Bébé? Pourquoi? Vous souvenez-vous de Nick de notre mariage? C'est un employé de mon entreprise. Apparemment, Nick avait un enfant. Et Tom voulait préparer un cadeau. Mais il est trop occupé par le travail pour acheter des cadeaux. Il voulait l'offrir avant un voyage d'affaires ce week-end, alors il m'a demandé de l'acheter demain. Je l'ai. Quelque chose de spécifique? Je fais confiance à vos goûts. Vous saurez ce dont vous avez besoin après la naissance. Tom sourit. J'ai hoché la tête avec un sourire. Pensant qu'il ne serait pas juste d'impliquer des personnes sans lien de parenté, j'ai décidé de suivre ses instructions. Mais le lendemain, après le travail, alors que je m'apprêtais à entrer dans un magasin vendant des produits pour bébé pour acheter le cadeau, une rencontre inattendue m'attendait. Juste au moment où j'étais sur le point d'entrer dans le magasin de fournitures pour bébé, quelqu'un m'a appelé derrière moi. Julie, n'est-ce pas? En se retournant, un homme en costume se tenait là. Il était bien habillé et avait l'air d'un gentil jeune homme. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Après avoir réfléchi un peu, j'ai réalisé qu'il s'agissait de Nick de l'entreprise de mon mari. Oh, Nick, de la compagnie de mon mari. Oui, je suis toujours reconnaissant de votre soutien. Aucun problème. Oh, achetez-vous un cadeau pour votre femme? J'ai fait un geste vers le magasin pour bébé devant nous. Cependant, Nick avait l'air perplexe. Non, je ne suis pas mariée. Ces mots m'ont fait pencher la tête dans la confusion. Tom avait définitivement dit que Nick avait un bébé. Me demandant ce qui se passait, j'ai demandé plus de détails à Nick. Ce que j'ai découvert était quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Nick était en effet là pour acheter des articles pour bébé, mais pas pour sa femme. C'était, étonnamment, pour Tom. Ce fut un véritable choc. Cela signifiait que Nick avait été informé par Tom que j'étais enceinte. Inutile de dire que je l'ai immédiatement nié. À ce moment-là, Nick semblait également avoir des soupçons. Nous avons décidé de déménager dans un autre endroit et avons parlé davantage.
En conséquence, les mensonges de Tom ont été exposés les uns après les autres. Tout d'abord, s'il est vrai que l'entreprise de Tom était en pleine expansion, les salaires n'avaient pas diminué. Au contraire, en raison de l'expansion de l'entreprise, les salaires des employés avaient augmenté, y compris apparemment celui de Tom. De plus, les voyages d'affaires de Tom étaient un mensonge. Il y avait des voyages d'affaires, mais pas aussi fréquents qu'il le prétendait. Tout au plus, c'était une fois par mois. Récemment, nous pouvons gérer la plupart des choses en ligne et le besoin de rencontrer les clients en personne a diminué. Nick a expliqué. Donc, Tom mentait sur les voyages d'affaires et allait ailleurs. De plus, il a essayé d'obtenir des articles pour bébé en prétendant que j'étais enceinte. La seule conclusion que je pouvais en tirer était que Tom avait une liaison. Et l'autre femme était enceinte. Et le salaire qu'il n'avait pas ramené à la maison était probablement dépensé pour sa maîtresse. J'étais si furieux que j'avais du mal à me retenir. À ce moment-là, Nick m'a gentiment parlé. Il a toujours été enclin aux liaisons. Je vais aider, donc rassembler des preuves et divorcer pourrait être le mieux. Inutile de dire que j'ai accepté l'offre de Nick. J'ai immédiatement commencé à rassembler des preuves. Nick aiderait à surveiller les actions de Tom dans l'entreprise. En même temps, j'ai engagé un enquêteur professionnel pour vérifier sa conduite. De plus, pour s'assurer que Tom ne s'en aperçoive pas, Nick et moi avons acheté des articles pour bébé. Et nous avons fait semblant de ne rien savoir, les remettant à Tom. Ensuite, je vais donner ça à Nick. Et je pars en voyage d'affaires pour les 2 prochaines semaines. D'accord, prenez soin de vous. Je l'ai renvoyé, faisant semblant d'ignorer quoi que ce soit. 2 semaines plus tard, Tom rentrait tard dans la nuit. Assez ivre. Vous allez bien? Où avez-vous bu? Cela ne vous regarde pas. Il suffit de nettoyer la salle de bain. Son ton était inhabituellement dur. J'ai légèrement froncé les sourcils et soupiré doucement. Quoi, vous avez un problème? Je veux boire quand j'en ai envie. Je sais. J'ai soutenu Tom alors qu'il semblait sur le point de tomber. Ensuite, Tom a balayé ma main. Je vais prendre une douche, alors nettoyez ça. Tom indiqua la valise avec son menton. J'ai hoché légèrement la tête en le tenant. Je l'ai. Vous devriez être capable de faire au moins autant sans qu'on vous le dise, vraiment. Avec un soupir, Tom se dirigea vers la salle de bain. En le regardant partir, j'ai soupiré. Soulevant lentement la valise. Quelque chose tomba avec un bruissement. Hein? Qu'est-ce que c'est? En regardant en bas, il y avait une enveloppe à mes pieds. Curieux, j'ai ouvert l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est? À l'intérieur se trouvait une photo et un papier de divorce avec la signature de Tom. Et la photo ci-jointe montrait une femme et un enfant. Il pourrait s'agir d'une déclaration d'intention de Tom, qui voulait divorcer parce que sa maîtresse avait un enfant. Oui, Tom a dit de s'en occuper. Cela signifie qu'il veut que je dépose ce formulaire de divorce. Un cadeau aussi délicieux ne m'est pas arrivé depuis un moment. Tom a sûrement dû ressentir la même chose. Je dois préparer un cadeau de retour. Un beau cadeau de retour nommé Vengeance. J'ai souri en glissant doucement l'enveloppe dans ma poche. Puis j'ai ouvert la valise. Mais, il avait été blanchi. Je vois, une déclaration de guerre, hein? Il est étrange qu'une valise soit complètement lavée après un voyage d'affaires. Aucune femme au foyer ne trouverait cela normal. Il y a une femme qui lave pour lui. Ce qui signifie que c'est une déclaration de guerre de la maîtresse, disant que c'est elle qui lave maintenant. Et cette fois, elle a même inclus une photo. Avec un formulaire de divorce en prime. Probablement, l'agitation de Tom était due à cela. Être poussé à divorcer par sa maîtresse. Mais Tom ne voulait pas me lâcher, moi, une femme de ménage pratique. Probablement, ils se sont battus. Et la maîtresse en colère a planté le formulaire de divorce et la photo. Eh bien, je suppose que c'est comme ça. Donc, je n'ai pas d'autre choix que d'accepter le défi, n'est-ce pas? En souriant, je suis retournée dans ma chambre. Si cela ne tenait qu'à moi, je remplirais le formulaire de divorce tout de suite. Mais, si je divorce, j'ai besoin d'un endroit où déménager. Et j'aimerais dire au revoir aux parents de Tom. On dirait que je serai occupée demain. J'ai passé une nuit blanche excitée par ce qui allait arriver. Et le lendemain matin, j'ai dit à Tom en se réveillant. Tom, c'est la haute saison dans mon entreprise. Donc, je rentrerai tard à la maison pendant un certain temps. Vraiment? Difficile pour vous aussi. Après une telle conversation, je quittai la maison avec Tom. Mais au lieu d'aller travailler, je suis rentrée chez moi.
En même temps, j'ai contacté mon entreprise pour démissionner. Bien sûr, j'avais une raison de faire cela. En fait, j'avais informé mon père du divorce hier soir. Puis ce matin, mon père m'a envoyé un email disant « Tu pourrais causer des problèmes au travail à cause du divorce. Quittez votre emploi et revenez immédiatement. Je vais vous trouver un endroit où vivre et vous trouver un nouvel emploi. Ne vous inquiétez de rien. » J'ai donc décidé de démissionner immédiatement. De plus, j'ai commencé à me préparer à déménager à la maison. Et le soir, j'ai fini de déménager avec l'aide de déménageurs organisés par mon père. Après cela, j'ai rempli le formulaire de divorce et j'ai été présentée à un avocat compétent par mon père. Maintenant, tout ce que j'ai à faire est d'attendre que Tom me contacte. J'ai bu de l'alcool en regardant la maison de mes parents à travers une caméra réseau dans mon nouvel endroit. Je profitais d'un moment de détente pour la première fois depuis un moment quand soudain mon téléphone s'est mis à sonner. C'était Tom. J'ai vérifié et je l'ai ignoré. Cela s'est répété plusieurs fois, puis la sonnette de la maison de mes parents a sonné. Au bout d'un moment, j'ai vu mon père et Tom à l'entrée de la caméra. J'ai regardé la situation se dérouler avec un sourire. Qu'y a-t-il, venant à cette heure? C'est. Je n'arrive pas à entrer en contact avec Julie. Oh? N'est-elle pas au travail? Le visage de Tom est devenu bleu au mot de mon père et il a baissé les yeux. Non, c'est. Ses affaires ont disparu de la maison. Toutes mes affaires avaient disparu. Et aucune réponse, peu importe le nombre de fois qu'il a appelé. Quand Tom a contacté mon entreprise, ils ont dit que j'avais démissionné. Tom a expliqué tout cela à la hâte. En écoutant cela, mon père a demandé à Tom. Vous ne savez pas pourquoi? Non, je sais rien. Tom répondit avec hésitation, essuyant la sueur qui ne cessait d'apparaître. Il ne pouvait probablement pas avouer l'affaire. En pensant cela, mon père éleva soudain la voix. Il doit y avoir quelque chose dont vous êtes conscient, non? Tom tressaillit à la voix sévère de mon père. Détournant le regard, Tom répondit. Non, rien du tout. Ne mens pas. Vous trichiez, n'est-ce pas? Tricherie. Les yeux de Tom commencèrent à s'élancer. Sa réaction était aussi bonne qu'une confession. Pourtant, mon père n'a pas lâché ses questions. Fixant Tom, il continua d'un ton ferme. Nous avons des preuves, mais voulez-vous les voir? Ou avouerez-vous par vous-même? Lequel est-ce? Désolé. Ce n'était qu'un moment de faiblesse. S'il vous plaît, ne le dites pas à Julie. Assez. Vous n'avez pas le droit ou la qualification pour dire de telles choses. Tom s'est tu face à la réprimande de mon père. Mon père regarda Tom soumis. Quoi qu'il en soit, Julie a l'intention de divorcer. Quoi? Attendez, s'il vous plaît. Il ne sert à rien de me parler. Si Julie demande une pension alimentaire, vous feriez mieux de vous conformer. Je l'ai? Oui. Dit Tom d'une petite voix. Bien sûr, j'ai ri de bon cœur devant la caméra. Regarder Tom rentrer péniblement à la maison m'a un peu remonté le moral. Eh bien, ce n'est pas encore fini. En marmonnant, j'ai décroché mon téléphone. Naturellement, j'ai appelé mon beau-père. J'ai signalé à mon beau-père que j'avais demandé le divorce. Alors, j'ai demandé le divorce. Ce fils idiot, que fait-il? Mon beau-père a commencé à se mettre en colère au téléphone. Tout en le calmant, j'ai fait une demande. Donc, c'est la situation. Puis-je compter sur vous? Bien. Puisque mon fils vous a causé des ennuis, je ne retiendrai pas mon soutien. Ainsi, je me suis assuré la coopération de mon beau-père. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, j'ai appelé Tom. Je m'attendais à ce qu'il décroche immédiatement, mais il ne l'a pas fait. Qu'en est-il de tous ces appels manqués? Dès que Tom s'est rendu compte que j'étais partie, il m'a bombardé d'appels. Pourtant, quand je l'appelle, il ne montre aucun signe de décrochage. Hier soir, mon père l'a averti de se conformer à la discussion sur la pension alimentaire. Je vois. Il se prépare à une guerre totale. Agacée, je me suis rapidement changée et j'ai pris un taxi pour le bureau de Tom. En entrant dans le bureau, Tom, me remarquant, sortit précipitamment de l'arrière-salle. Que faites-vous ici, Julie? Je suis venue discuter de notre divorce. Comme tu ne voulais pas répondre à ton téléphone, j'ai délibérément élevé la voix. Naturellement, tous les regards du bureau se sont tournés vers nous. Et, n'élevez pas la voix ici. Vous avez peur que vos subordonnés découvrent l'affaire? Ou parce que tu as menti sur le fait que j'étais enceinte?
Le bureau a commencé à bourdonner immédiatement. Tom avait apparemment annoncé à ses collègues que sa femme était enceinte. J'en ai entendu parler par Nick. Il semblait très heureux de l'annoncer lors d'une réunion matinale à l'échelle de l'entreprise. Cela signifie que ni la grossesse ici exposerait le mensonge de Tom. Alors que Tom commençait à recevoir des regards méfiants de la part de ses employés, il m'a conduit dehors. Oh ? Prêt à parler de pension alimentaire ? Changeons d'abord l'emplacement. Tom était visiblement irrité. Il m'a emmené dans un café voisin. Après avoir commandé quelque chose et renvoyé le serveur, Tom commença à se plaindre à voix basse. Quelle est votre intention ? Vous voulez me déshonorer ? Si vous faites quelque chose comme ça, je serai dans une situation difficile. Hein ? C'est de votre faute si vous mentez. Pourquoi as-tu menti ? Quand j'ai demandé, Tom s'est soudainement tu. Il se tait toujours quand cela devient gênant pour lui. J'ai déjà demandé le divorce, de toute façon. Hein ? Vous avez demandé le divorce ? Comment ? Vous ne l'avez pas falsifié, n'est-ce pas ? Voyant une opportunité, Tom sourit. Mais j'ai répondu calmement. Oh ? C'était dans la valise. Avec la photo de la maîtresse. Souriant, Tom fut décontenancé. On dirait qu'il se souvenait de quelque chose. Ensuite, j'ai appelé une certaine personne. J'ai partagé ma position pour qu'il vienne. Qui appelez-vous ? Quelqu'un qui nous aidera dans la discussion. Ils ont dit qu'ils seraient bientôt là, alors nous continuerons après cela. Apparemment, ils étaient à proximité, en train d'attendre. La personne est arrivée au café en quelques minutes. Immédiatement, le visage de Tom devint pâle. Bientôt, il se mit à trembler. La personne se tenait devant Tom. Tom, j'ai entendu dire que tu trichais ? Maman, ce n'est pas ce à quoi ça ressemble. La personne qui est entrée était ma belle-mère. Derrière elle se trouvait mon beau-père. C'était précisément ce que j'avais demandé à mon beau-père hier. Je voulais le soutien de ma belle-mère quand Tom s'est plaint. Tom peut agir avec arrogance envers mon beau-père, mais il ne peut pas tenir tête à ma belle-mère. C'est une personne aux principes moraux forts et assez sérieuse. C'est pourquoi Tom a été grondé par elle depuis qu'il est petit. Et il semble qu'il ait toujours peur d'elle. Pourquoi alors tricherait-il ? Il était évident qu'il se ferait gronder s'il était découvert. J'étais étonnée de ce qu'il pensait. Pendant que je réfléchissais, Tom se faisait gronder par ma belle-mère juste devant moi. À quoi diable pensiez-vous ? Mais ce n'est pas comme ça. Comment ça ne se passe pas ? Julie m'a tout dit. J'ai également vu les résultats de votre enquête initiale. Ma belle-mère a placé une enveloppe sur la table. C'était le résultat de l'enquête sur la conduite de Tom que je lui avais donné. Je l'ai vu aussi, et il n'y a aucun doute sur la tricherie. Tais-toi, papa. Tom a élevé la voix vers mon beau-père. Cependant, ma belle-mère est rapidement intervenue. C'est vous qui devriez vous taire. Avant de vous fâcher contre nous, vous devriez vous excuser auprès de Julie. Ah. Allez. Excusez-vous maintenant. Ma belle-mère pressa Tom d'un ton sévère. Tom détourna rapidement le regard. À ce moment-là, la colère de ma belle-mère a explosé. Elle attrapa Tom par le cou. Oui. Vous devez vous excuser. Désolé. Qu'en est-il de la pension alimentaire ? Je vais payer. Pardonne-moi. La voix de Tom était étranglée, presque en pleurs. J'ai trouvé la vue irrésistiblement drôle. Après avoir été réprimandé par ma belle-mère, Tom a accepté de payer la pension alimentaire. Je lui ai dit que je demanderais à mon avocat de le contacter avec les détails et j'ai quitté les lieux. Après avoir quitté le café, je me suis murmuré à moi-même. Maintenant, pour cette femme. J'ai regardé la photo de la maîtresse enregistrée sur mon téléphone. Peu de temps après, mon avocat m'a contacté pour me dire que Tom avait payé la pension alimentaire. C'est réglé alors. Je me suis finalement sentie soulagée. Mais ce n'était pas encore fini. Il y avait encore une chose à faire. C'était ma vengeance sur la maîtresse. La revanche était prévue pour quelques jours plus tard. J'attendais ce jour avec impatience. Les jours ont passé et le jour est arrivé. Essayant de contenir mon excitation, je me suis dirigée vers la salle. C'était un événement de réseautage d'affaires. Cette fois, il a été accueilli par la chambre de commerce. J'ai changé des salutations et cherché d'abord Tom. Bientôt, je l'ai trouvé et je l'ai approché par derrière. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, Tom. Julie. Pourquoi êtes-vous ici à un événement de réseautage d'affaires ?
Tom a été surpris lorsque je lui ai tendu ma carte de visite. Il la regarda et s'exclama avec surprise. Je suis devenu propriétaire d'une entreprise immobilière. Que veux-tu dire? Je viens de prendre la relève de mon père. J'ai répondu avec un sourire. Pendant ce temps, Tom avait l'air confus et demanda en retour. Non, votre père est chauffeur de taxi, n'est-ce pas? Alors moi aussi. Tom a parlé de ne pas demander de soutien financier à mon père. En effet, mon père est chauffeur de taxi. Mais c'était plus comme un passe-temps. Tout en dirigeant une entreprise de location immobilière, mon père aimait conduire, alors il a travaillé comme chauffeur de taxi. Mais avec la tricherie de Tom révélée, j'ai décidé de quitter mon emploi. Bien sûr, si la discussion s'était bien déroulée, je n'aurais peut-être pas eu à abandonner. Cependant, mon père a dit que c'était une bonne opportunité et m'a proposé de me transférer son entreprise. Il m'a même dit qu'il me louerait une de ses propriétés comme nouvelle maison. J'ai donc décidé de reprendre l'entreprise de mon père. Bien sûr, il y a plusieurs défis. Mais je n'hérite pas seulement des propriétés de mon père. Je suis devenu le président de la société de gestion qu'il a fondée. Mon travail consiste principalement à traiter avec des sociétés de gestion immobilière qui gèrent réellement les propriétés. Et je reprends l'exploitation de quelques petites propriétés non gérées par la société. Ce n'est pas beaucoup de travail, donc je ne suis pas vraiment occupé pour le moment. Mais je vais devenir sérieux à partir de maintenant, alors je voulais parler à diverses personnes aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai assisté à l'événement de réseautage d'affaires. Tom fut décontenancé par cette révélation. Pendant que nous parlions, un homme s'est approché de nous. Il y a longtemps que je ne l'ai pas vu, Tom. Simon. Toujours reconnaissant pour votre soutien. J'ai souri à côté de lui. Oups, ai-je interrompu quelque chose? Non, pas du tout. Plutôt. Alors que Tom me tournait le dos, je l'ai repoussé. S'avançant, je m'inclinai devant la personne que Tom appelait Simon. Ravi de vous rencontrer, Simon. Je suis Julie, l'ex-femme de Tom. Ex-femme? Le teint de Simon changea. J'ai fait semblant de ne pas remarquer et j'ai continué. Nous venons de divorcer récemment. Mon mari a trompé et a eu un enfant avec une autre femme. Arrête. Ne dites plus de choses inutiles. Tom a essayé de me faire taire. Mais j'ai tout dit avec force. En entendant cela, Simon plaça sa main sur l'épaule de Tom avec un visage tendu. De quoi s'agit-il? Eh bien, ça? La bouche de Tom bougea. Mais aucun mot n'est sorti. J'ai applaudi silencieusement à l'intérieur. Puis, une douce voix se fit entendre. Papa! Avez-vous trouvé Tom? Se tournant vers la voix, il y avait une femme tape à accent grave l'œil. Elle vit Tom et se précipita vers lui. Tom! Je t'ai trouvé. Elle serra Tom dans ses bras d'une manière irritante. Tom, le visage pâle, repoussa la femme. Sentant l'atmosphère gelée, ai-je délibérément dit. Oh! N'est-ce pas Anna, la maîtresse de Tom? Ravie de vous rencontrer. Hein? Qui êtes-vous? L'ex-femme de Tom. Quoi? Anna a été coupée au milieu de la phrase. Simon tira ensuite Anna vers lui. Anna, de quoi s'agit-il? Non, cette femme est bizarre. Anna me montra du doigt. Pendant qu'elle jouait à l'idiot, j'ai expliqué la situation à tout le monde. Il s'avère qu'Anna et Simon étaient parents et enfants, et qu'elle avait présenté Tom comme son mari. Cependant, Anna et Simon ne vivaient pas ensemble. Mais Simon rendait fréquemment visite à Anna. Et chaque fois qu'il le faisait, Tom rencontrait Simon en tant que mari d'Anna. C'était la vraie nature des voyages d'affaires de Tom. Réalisant cela, j'ai divorcé de Tom. Après avoir raconté tout cela à Simon, son visage devint rouge de colère. Vous avez menti tous les deux. Non, ce n'est pas comme ça. Je savais pas. Anna feignit l'ignorance. Ensuite, j'ai sorti la photo de l'enveloppe. Voici une photo d'Anna et de son enfant. Au dos, il est écrit ceci. En retournant la photo, on pouvait lire « Puisque c'est comme ça, veuillez divorcer bientôt ». Simon éleva la voix en voyant l'écriture. C'est l'écriture d'Anna, n'est-ce pas? Vous saviez que Tom était marié? Non. Ensuite, Simon a sermonné Tom et Anna sur place. Les deux ont admis avoir menti. Connaissant l'affaire, mais incapable d'abandonner. Anna répéta cela. Pendant que Tom disait « J'avais l'intention de divorcer bientôt ». Alors pourquoi n'avez-vous pas immédiatement accepté les discussions sur le divorce? Ma question a révélé les mensonges de Tom.
C'était la descente à partir de là. Finalement, Anna a accepté de me payer une pension alimentaire. Elle travaillerait sous Simon pour le rembourser. Quant à Tom, sa punition fut la cessation de leurs affaires. Simon informa Tom sur le champ de l'arrêt de leur transaction. Inutile de dire que beaucoup de gens en ont été témoins. Il était inévitable que l'entreprise de Tom perde sa crédibilité. Peu de temps après, l'entreprise de Tom a fait faillite. Maintenant, Tom aide au restaurant de son beau-père. Bien sûr, tout en se faisant gronder par sa belle-mère. De plus, les clients de l'ancienne société de Tom ont été transférés dans une nouvelle société. Cette entreprise a été créée par les anciens subordonnés de Tom qui se sont retrouvés sans endroit où aller. Qui est le président de la nouvelle entreprise ? J'ai demandé avec désinvolture à Nick, que je suis allé remercier pour son aide. C'est moi. Alors, que diriez-vous de parler affaires pendant le dîner ? Je n'ai pas l'intention de sortir avec des hommes juste après avoir divorcé. Mais je veux parler davantage avec lui. Est-ce un sentiment d'amour ou simplement un intérêt pour les affaires ? Je connais déjà la réponse. C'est pourquoi j'ai accepté